Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on passe à la partie numérique de ce chapitre-là. Il y a juste une équation dans ce chapitre-là, c'est la fameuse loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, c'est une loi fondamentale. C'est la loi qui prédit la force qui existe entre deux systèmes chargés ou des charges. Normalement, nous, on va se contenter de charges ponctuelles. Donc on a vu dans la capsule précédente qu'il y a une propriété de la matière qui s'appelle la charge. Et dépendant du type de charge en interaction, il peut y avoir une force d'attraction ou une force de répulsion. Donc, quand on a des charges opposées, elles s'attirent. Quand on a des charges de même signe, elles se repoussent. Donc, ici, j'ai dessiné deux charges, Q1 et Q2, une positive et une négative, qui sont séparées d'une certaine distance R. Et notre but, ça serait de connaître la force qui s'exerce soit sur la charge 1 ou sur la charge 2. Donc, ça n'a pas d'importance ici. Donc, ici, je vais prendre 1 comme point de départ. Donc, une force. Oh, force. Ça veut dire que c'est un vecteur. Et un vecteur, j'ai besoin d'un module pour le définir, donc de sa grandeur, et d'une orientation. Donc ici, si je dessinais, donc on va voir plus simplement, donc la force qui s'exerce sur 1 à cause de 2, qu'est-ce que ça sera? Ah, des charges de signe opposé, ça s'attire. Et dans votre livre, pour la force ici électrique, donc ça me permet de faire un petit point ici. Donc, dans votre livre, j'utilise juste F dans le chapitre 1, mais un petit peu plus tard, des fois, ils vont rajouter le E. Donc, moi, je vais prendre... C'est sûr que ça, vous allez voir que ouais, ça devient un petit peu lourd de garder le E. Donc, si vous enlevez le E, c'est pas grave. C'est pas grave. On ne se casse pas la tête ici. Donc, ici, ce serait la force sur 1 à cause de 2. Et sur celles qu'on étudie la France, vous êtes habitués à cette notation-là. On ne sait jamais c'est qui exerce la force et qui subit puis qui exerce. Donc, dans le La France, si on utilise, donc l'auteur a dit, ouais, on va arrêter de niaiser avec ça. Donc, il a trouvé une méthode, c'est sûr que ça fait un petit peu plus long, avec une flèche. Donc, ici, il fait 2, flèche 1. Donc, ça veut dire que c'est 2 qui agit sur 1. Donc, là, ça devient vraiment clair. Mais par la suite, si dans vos exercices, vous marquez F1,2 par la suite, vous savez que c'est 2 qui a agi sur 1, c'est parfait. Donc, moi, je ne tiens pas nécessairement que vous conservez la flèche entre 1 et 2, mais les premiers problèmes, donc vous allez voir que le premier problème, ou pas mal tous les problèmes que je vais faire en classe, je vais le faire de façon rigoureuse, donc je mets la flèche entre 1 et 2, pour être certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté par la suite. Donc, un vecteur, c'est un module, une orientation, ou on peut l'écrire sous forme de composants dans I, J, et K si on est en 3 dimensions ici. Donc, il existe deux façons de calculer la force. Donc, il va y avoir la forme vectorielle qu'on va voir un petit peu plus tard, puis il y a la forme module et orientation. Donc, forme module et orientation, c'est elle que je vais commencer par discuter, parler, aborder. Ouais, il manquait. Il va y avoir un autre verbe, mais je ne l'ai pas trouvé. Trouver. C'est bon. Mais ça n'a pas de rapport, c'est grave. OK. Donc, c'est une module et orientation, c'est souvent pour des problèmes très simples. Donc, si vous avez deux charges qui sont sur une droite horizontale, sur une droite verticale, ça peut être peut-être un petit peu plus rapide d'utiliser module orientation. Sinon, on va toujours utiliser l'autre forme. Donc, si on calcule le module de la force électrique qui existe entre 1 et 2. Donc, un module, le symbole d'un module, ici, je vais laisser tomber le E. Donc, on va le marquer comme ceci. Donc, un module, ça n'a jamais de flèche sur la lettre. Donc, faire attention à l'examen. Je suis extrêmement sévère. Si vous ne mettez pas de flèche, vous perdez des... Bon, dépendant si vous mettez des flèches ou pas de flèches, faire attention à ça. À la notation, c'est comme des fautes de français. Donc, ici, module, c'est normal la lettre sans flèche. Donc, c'est juste un chiffre positif. Donc, le module va donner par quoi? Donc, c'est sûr que, expérimentalement, on peut découvrir, donc déjà, au point de vue qualitatif, plus que les charges seront importantes, plus que la force devrait être importante. Donc, c'est sûr que ça va dépendre de la charge 1 et de la charge 2 ici. Donc, là, c'est savoir, est-ce que si je double, la force double? Donc, ici, expérimentalement, on a vu que c'était linéaire. Donc, ici, donc, ça dépend directement de Q1, ça dépend directement de Q2 ici. L'autre facteur qui va avoir une influence sur la force, c'est la distance qui sépare les deux charges. Donc, si les charges sont près, possiblement la force va être importante.
Si les charges sont éloignées l'une de l'autre, la force va devenir moins grande. Donc, ça dépend de R. Donc, inversement proportionnel à R. Mais là, ici, est-ce que c'est en 1 sur R, 1 sur R carré, 1 sur racine de R? Donc, expérimentalement, on a pu démontrer que c'est en R carré ici. Et tout ça, pour que ce soit valide, il y a une constante de proportionnalité ici, K, qu'on retrouve devant. Donc, je vais juste décrire les différents termes ici dans ce cas-là. Donc, Q1 et Q2, ça va bien. Donc, Q1 et Q2, c'est la charge. La charge est en coulomb ici. Donc, faire attention, très très attention. Dans les problèmes, un coulomb, c'est une charge énorme. Donc, souvent, les systèmes chargés, bon, c'est des micro-coulombs, des mini-coulombs, des nano-coulombs. Donc, faire attention de toujours convertir ça en coulomb. Et là, ici, module, un module, c'est toujours possible. Donc, je peux avoir des charges plus, des charges moins. Donc, comme je vais avoir le module, il faut que mes charges soient toujours en valeur absolue si je veux calculer le module. Donc, R, c'est la distance entre les deux charges. Et la seule chose, faire attention, c'est toujours en mètres. Donc, des fois, on peut donner 100 cm, donc il faut le convertir. Et il nous reste le fameux K. Donc, le fameux K, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ici, là, il faudrait que je vois dans mes notes de cours, mais là, mon chien est parti avec les notes de cours, puis là, il va falloir que j'improvise un petit peu. OK, donc mon chien, il fait dodo, il ne veut pas rien savoir de moi. OK. C'est vrai, des fois, vous allez voir, des fois, mon chien pourrait venir intervenir dans les capsules à l'occasion. Donc, c'est la loi de Coulomb, K, appelons ça la constante de Coulomb. Donc, ça s'appelle la constante de Coulomb. Donc, je ne niaise pas. Donc, au moins, quelqu'un va dire, oui, c'est cohérent. Donc, la valeur numérique de la constante de Coulomb, c'est, je pense que je vais le marquer ici, c'est 8,99 par 10 à la 9 newton mètre carré sur coulomb carré ici. Donc, c'est sûr qu'on voit que 8,99, c'est très, très près de 9. Donc, il y a 1 centième de différence. Donc, des fois, en classe, je vais avoir tendance à marquer 9 par 10 à la 9 ici. Et à l'examen, si vous marquez 9 par 10 à la 9, vous faites un calcul avec 9 par 10 à la 9. On ne voit pas la différence entre le 9 ou le 8,99 ici. Donc, dans votre livre, ils sont super rigoureux, mais à l'examen, c'est pas grave si vous utilisez seulement 9 par 10 à 9, puis vous allez voir qu'en classe, je fais le 9 par 10 à 9 très souvent. Or, cette constante de Coulomb-là, donc au départ, on a trouvé cette constante de proportionnalité, mais en fouillant un petit peu plus, en faisant des recherches, on s'est aperçu que cette constante-là dépendait vraiment d'une constante plus fondamentale. Donc, le K pourrait se réécrire comme ceci. Donc, 1 sur 4pi fois epsilon 0, ou le fameux epsilon 0, ça s'appelle la constante électrique du vide. Donc, c'est la propriété du... On n'a pas vu encore le champ électrique. C'est la propriété du champ électrique à se... pas s'étendre, mais à se disperser, à se propager dans l'espace, ici dans le vide. Donc, cette constante-là vaut 8,85 par 10 moins 12 coulomb carré, newton, mètre carré ici. Et cette constante-là est vraiment une constante fondamentale. Donc, quand vous allez faire votre troisième cours de physique, vous allez voir que cette constante-là apparaît dans les ondes électromagnétiques et elle nous permet de déterminer la vitesse de la lumière. Donc, la lumière, qui est une onde, voyage à une certaine vitesse qui est 3 par 10 à la 8, et on peut la définir en fonction des propriétés du milieu, et une de ces propriétés, c'est la constante électrique du vide. Donc, c'est pour ça que, de façon, au départ, c'était quand on ne savait pas ça ici, donc après ça, c'est devenu 1 sur 4pi epsilon 0. Est-ce que je dois écrire ça ou ça? Donc, pour le chapitre 1, on va toujours utiliser le K. Un petit peu plus loin, le K va peut-être devenir plus souvent 1 sur 4pi epsilon 0. Pourquoi? Des fois, il va y avoir des pi, ou des fois un autre epsilon 0 qui pourrait se simplifier. Donc, des fois, il y a des simplifications qui pourraient se faire. Sinon, on le garderait comme ça. Donc, on vient de trouver le module. Donc, avec le module, il reste à trouver l'orientation. Pour l'orientation, ça va être super simple. Vous devez faire votre diagramme de force. Donc, le diagramme de force. Donc, ici, notre diagramme de force est fait. Donc là, on voit, notre force est
vers la droite. On pourrait dire, bon, soit l'orientation serait à 0 degré, ou si on l'écrit sous forme de composant, on pourrait dire que c'est un chiffre, donc par exemple 23 I Newton dans ce cas-là. Donc ici, pour l'orientation, c'est sûr que le cas que j'ai présenté, puis là, vous allez voir, ah, ça va bien. Donc, je calcule le module, puis avec mon schéma, je trouve l'orientation, mais on va juste ouvrir une parenthèse pour nous amener vers la suite. Supposons qu'on aurait eu une situation plutôt comme ceci. Donc, plus moins ça s'attire, donc on aurait une force sur 1 à cause de 2 comme ceci. Et là, oh, merde! Donc, il faudrait premièrement utiliser de la trigonométrie pour trouver l'angle qui a fait ce vecteur-là. Donc, on aurait un premier calcul à faire. Et probablement qu'il y aurait peut-être des opérations mathématiques qui vont suivre. Et quand on fait des opérations mathématiques, il faut décomposer un vecteur en composants. Donc là, j'aurais un vecteur, 23 newtons à 35 degrés. Mais après ça, il faudrait que je le réécris en I et en J. Donc avec des cos et des sin, je pourrais trouver les composants. Donc là, je m'aperçois que la façon module et orientation, pour des systèmes horizontaux, verticaux, ça va super bien. Mais dès qu'on devient en diagonale, ou si je devenais un monde en 3D, j'ai des problèmes en 3D, cette méthode-là est un petit peu plus compliquée, puis un petit peu plus de calcul à faire. Donc on va voir, dans la minute qui suit, la méthode qui est vraiment la meilleure. Donc, on va passer à la forme vectorielle. Donc, c'est une autre façon de calculer la force qui existe, la force présente entre deux particules ponctuelles. Cette forme-là, elle est beaucoup plus générale, beaucoup plus puissante. Donc, elle permet de résoudre tous les problèmes, que ce soit des problèmes en 2D, en 3D, des problèmes avec les charges à n'importe quelle position. C'est la méthode, même si c'est un petit peu plus long au départ, à la fin, on trouve peut-être moins d'étapes, peut-être même à accomplir. Donc, elle est identique, presque identique à ce qu'on a vu tantôt sous forme de module. Donc, la force électrique, ici, sur 1 par 2, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la constante de Coulomb. La constante de Coulomb qu'on a vue tantôt, donc, soit qu'on garde la forme exacte 8,99 ou 9 par 10 à la 9 newton mètre carré par Coulomb. Je vais marquer ici. Mètre carré par coulomb carré ici. Q1, Q2, c'est les charges. Donc, Q1, Q2, c'est les charges. Sauf qu'ici, il y aura quelque chose de très important avec le signe. Donc, le signe va être super important, va avoir une influence sur l'orientation du vecteur. R, c'est la distance en mètres. Donc, ça va bien ici. Et là, il y a le fameux terme qui est ici. Donc, ce terme-là va faire ressortir la propriété vectorielle de cette équation-là. Donc ici, je vais juste garder U tout seul, après ça, je vais revenir sur U de 1 par la suite. U, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Unitaire ici. Donc, un vecteur unitaire, ça fait quoi dans la vie? C'est quoi son but? Son but, c'est de donner une orientation. En mécanique, vous avez utilisé des vecteurs unitaires relativement simples. Donc, quand on utilise le fameux I, le fameux J, ou si on travaillait en 3 dimensions, le K, ça donnait une direction, par exemple, donc si j'avais un système d'axe X, Y ici, c'est comme ceci. Si je dis, déplace 3 de 3i, plus 3i, ça veut dire que je me déplace vers la droite de 3 ut. Si je dis, déplace 3 de moins 2j, j'irai me placerai de 2gt vers le bas. Donc, IJK, c'est des vecteurs unitaires particuliers, donc qui sont parallèles aux axes. Or, ici, dans notre cas, la force ne sera pas nécessairement parallèle à l'axe X, Y ou Z. Donc, c'est une orientation quelconque. Donc, pour définir cette orientation quelconque-là, on va définir le vecteur unitaire de cette façon-là. Donc, si on prend le vecteur unitaire de 1, qu'est-ce que le vecteur unitaire de 1? C'est le vecteur qui part de 2, qui s'en va vers 1. Donc, si je le dessinais comme ceci, on part de 2, on s'en va vers 1 ici. Donc, qu'est-ce que le vecteur unitaire de 1? C'est le vecteur, ici, R de 1, divisé par son module. Donc, par exemple, je vais juste faire un exemple quelconque. Supposons qu'ici, en I, j'avais
moins 4 vers la gauche et moins 3 vers le bas. Donc, je pourrais dire que mon vecteur 2, 1, c'est quoi? C'est moins 4i, moins 3j ici, divisé par le module. Donc, ici, le module, on fait ce côté-là au carré, donc moins 3 carré plus moins 4 au carré, racine carrée ici, on trouverait un module de 5, donc divisé par 5 ici. Et si on calcule ici, ça fait moins 0,8i, moins 0,6j ici, qui sera notre vecteur unitaire 2, 1. Donc ici, peut-être la grande difficulté, c'est de calculer ce fameux vecteur unitaire de 1 ici. Donc des fois, vous allez avoir, on va vous donner les positions. Donc si on vous donne les positions ici, donc le vecteur unitaire de 1, on peut le marquer comme un, en fait, c'est un déplacement. Donc, ce n'est pas un vecteur, c'est le déplacement qu'on doit faire d'ici jusque-là. Et un déplacement, c'est quoi? Normalement, le bon symbole, parce que là, ici, on ne voulait pas le mettre dans le livre, donc, comme j'ai travaillé un peu dans le livre, il y a une raison, donc ça alourdissait un petit peu la tâche. Donc, c'est comme un déplacement en réalité. Et un déplacement, pensez toujours que c'est final moins initial ici, comme ceci. Final, ce serait quoi? Oh! On part de 2, on s'en va à 1. Donc, ça serait, si je connaissais les positions de 1 et de 2, ça serait R1 moins R2, qui donnerait R21. Si je vais mettre des petites flèches ici, parce que c'est des vecteurs. Après ça, donc, je le remettrai dans mon équation pour trouver U21 dans ce cas-là. Donc, ici, vraiment, le plus difficile, c'est travailler, trouver le vecteur unitaire de 1. Donc, en classe, dans les exercices, c'est surtout ça qu'on va mettre l'emphase, c'est de trouver ce fameux vecteur unitaire de 1 ou 1, 2, n'importe quoi, dans nos problèmes. Donc, jusqu'à présent, on a vu seulement deux charges qui sont en interaction l'une avec l'autre, mais si le système comportait 3, 4, 5 charges, qu'est-ce qui arrive? Donc, par exemple, si on voulait avoir la force que sur Q1, donc Q2 va exercer une force sur Q1, donc des charges de signe opposé s'attirent, donc on aurait une force ici comme ceci, qui sera la force électrique sur 1 à cause de ici, mais aussi 1 aura une interaction avec 3, donc plus et plus ça se repousse, donc ça donne une force comme ceci, donc qui est toujours parallèle, donc je n'ai peut-être pas précisé, la force est toujours parallèle à la droite, qui relie les deux charges ici dans ce cas-là. Donc on aurait la force électrique sur 1 à cause de 3 ici. Et le but, généralement, c'est de trouver la force résultante. Et qu'est-ce qui arrive ici? On doit appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition. Donc, chaque force qui est exercée sur une charge est indépendante des autres charges qui sont autour d'elle. Donc, la force que 2 va exercer sur 1, peu importe ce qu'il y aura autour, donc est-ce qu'il y aura un Q3, un Q4, un Q5, elle va toujours rester la même. Donc, elle ne change pas en fonction des autres paramètres qui sont autour, mais la force résultante sur 1, elle va varier. Donc, si on va avoir la force résultante ou la force électrique sur 1, donc qu'est-ce qu'on va faire? Les forces vont se superposer ou s'additionner. Donc, c'est-à-dire que la force résultante serait la force sur 1 à cause de 2, plus la force sur 1 à cause de 3. Et si on avait d'autres charges, on continuerait comme ceci. Donc, ici, cette addition de forces-là, on appelle le principe de superposition. Donc ici, les forces sont indépendantes et elles s'additionnent pour donner la force résultante sur l'objet qu'on veut analyser. Donc, juste peut-être une petite chose. Donc, c'est ça qui est la force de la méthode vectorielle que je vous ai montré tantôt. Donc, quand on additionne les i ou les x ensemble et les j ensemble. Donc ici, quand on calcule nos vecteurs, ils seront déjà en i et en j. Et notre addition va être vraiment plus facile à faire par la suite. Donc, si on l'avait fait en module et orientation, là, il faudrait utiliser sin cos pour trouver les x et les y de chaque force. Et après ça, faire l'addition par la suite. Donc, on va passer au dernier élément de cet épisode-là. Enfin, le prof va terminer. C'est la fameuse méthode d'analyse. Donc, ceux et celles qui ont utilisé la France la session passée, vous êtes habitués, vous connaissez possiblement cette méthode-là. Ceux qui ne l'ont pas utilisée, donc vous allez la découvrir. Donc, c'est une méthode qui ne s'applique pas juste pour le chapitre 1. C'est une méthode qu'on peut appliquer pour tous les problèmes et même, on peut même la généraliser aux autres matières. Donc, première chose, ça a l'air vraiment, je dis toujours niaiseux parce que on ne s'aperçoit pas de
pas la force, mais de l'importance de ces choses-là. On pense que la physique, c'est juste, bon, des chiffres, des équations, on brosse tout ça, on a une réponse. Mais pour arriver à ça, des fois, il y a des étapes un petit peu supplémentaires. Donc, la première étape, c'est le fameux illustré. Donc, l'illustré, c'est souvent, bon, dessiner la situation. Donc, ici, par exemple, j'avais deux chars, donc, dépendant, donc, des fois, ça va être dessiné pour vous. Des fois, on va préciser, une charge qui est à l'origine, l'autre est à telle coordonnée dans le système cartésien. Donc, dessiner la situation. Or, ici, dans ce cas-là, on travaille avec des vecteurs. Donc, quand on travaille avec des vecteurs, possiblement, ici, je vais mettre un S à vecteur. Donc, souvent, on va être pris pour les décomposer en X et en Y. Donc, j'ai toujours besoin d'un système d'axe. Donc, je devrais préciser mon système d'axe ici, donc X, Y. Oh, ici, on travaille avec des forces. Donc, on devrait illustrer nos forces. Donc, par exemple, si le but, c'est de trouver la force sur Q2, donc, nous allons faire je, tu, il, elle, vous, nous, il, elle, je. En tout cas, donc, ils sont tous là. Faire un diagramme de force. Faisons, faisez, faites, fusu, faisons. Je ne suis pas un prof de français. Donc, ici, on fait le diagramme de force. Donc, ici, plus et moins, ça s'attire. Donc, plus et moins, ça veut dire que c'est une attraction. Donc, on aurait une force ici électrique sur 2 à cause de 1. Donc, déjà là, l'illustration, vous allez dire, ça ne me sert pas à grand-chose, j'ai mon équation, je vais mettre les chiffres dedans, je vais résoudre mon problème. Souvent, ça vous aide aussi à valider, est-ce que la réponse que vous trouvez, elle est cohérente. Donc, ici, on devrait trouver une force qui est vers la gauche, vers le bas. Donc, si la forme qu'on trouve n'est pas celle-là, on est complètement dans le champ scalaire. Donc, ici, est-ce qu'il y a d'autres choses à illustrer? Peut-être. Donc là, je vais passer peut-être, ça c'est l'étape normalement 1, une étape 2 ici. L'étape 3, c'est généralement les clés qui se rapportent au problème. Qu'est-ce qu'une clé? Une clé, c'est soit un principe ou l'équation qui nous permet d'arriver à la réponse. Donc ici, comme je vais avoir la force, donc quelle serait la clé que je vais utiliser? La force électrique entre deux charges. La force électrique sur 1 à cause de 2, c'est donné par la constante de Coulomb, c'est donné par la charge 1 fois la charge 2, tout ça divisé par la distance au carré, fois le fameux vecteur unitaire 2, 1. Donc ici, OK, j'ai ma force que j'ai dessinée ici, mais il me manque quelque chose. C'est le fameux vecteur unitaire, ici, 2, 1. OK, là je viens de voir. Parce que là, normalement, je change toujours par 1, donc ici, je n'ai même pas regardé ce que je veux. Donc ici, c'est la force sur 2 par 1. Donc, avant qu'il y ait du monde. Donc, si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à m'écrire par mieux. Donc, je suis habitué, donc, la session passée. Puis, comme je suis dyslexique, j'ai plein de bobos, ça va arriver à l'occasion que je fais des erreurs. Et occasion, on peut mettre un S à occasion. Malgré qu'il y en a déjà un, mais on peut en rajouter un autre. Donc, ici, ce serait le vecteur unitaire de 1 vers 2 ici. Donc, ici, on pourrait même ajouter sur notre schéma le fameux vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire partirait de 1. Donc, c'est le vecteur qui part d'ici, qui s'en va comme ceci, 1 vers 2 ici. Ou encore, on pourrait même tracer le vecteur 1, 2. Donc, le vecteur qui part de 1, qui s'en va vers 2 ici. Donc, on a notre clé ici. Donc, ça, c'est merveilleux. Donc, dans illustrer, est-ce que ça donne des points d'examen? Oui, ça peut donner des points d'examen. Généralement, quand on travaille avec des vecteurs, ça serait important d'illustrer. Donc, ça me permet de voir d'où ça sort, par exemple. Pourquoi vous avez marqué votre vecteur, c'est 3i moins 4j. Donc, illustrer vos problèmes, c'est vraiment important. Puis, des fois, si vous ne savez pas quoi faire un problème, c'est une illustration qui est pertinente, ça peut donner des points. Donc, des fois, puis des fois, en illustrant, oui, maintenant, je vois quelque chose qui apparaît, donc une image vaut 1000 mots. Donc, illustrer, c'est vraiment pas une perte de temps. Après ça, donc, le 2, c'est le fameux décortiquer. Donc, qu'est-ce qu'on a
quels sont les paramètres qu'on connaît et qu'est-ce qu'on recherche dans ce cas-là. Donc ici, par exemple, j'aimerais possiblement Q1 et Q2. Est-ce que Q1 et Q2 sont donnés les bonnes unités? Donc il faut faire attention à ça. Ah, est-ce que je donne la position, la distance en Q1 et Q2? Est-ce que je donne les coordonnées? Donc je dis, lui est à 0, 0, lui est à 4, 2. Ou encore, je donne le vecteur de déplacement entre les deux, le vecteur R1, 2. Donc qu'est-ce que je donne ici? Donc ici, c'est les paramètres. C'est décortiquer qu'est-ce que je donne. Qu'est-ce que je donne pas? Donc, par exemple, je donne Q1, ça c'est donné, je donne Q2, ça c'est donné. Je donne la distance R ici, ou en tout cas, je pourrais dire, bon, je donne R1, je donne R2 ici. C'est beau. Et qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je recherche? C'est la force sur 2 par 1 ici. Et là, en regardant qu'est-ce que je donne et qu'est-ce qu'on recherche, on peut essayer de trouver une ou des clés qui permettent d'arriver à notre but. Donc, il faudrait avoir une relation qui relie F à ces paramètres-là. C'est la fameuse loi de Coulomb, qui est donnée par Q1, Q2 sur R au carré fois le vecteur unitaire. Et le fameux vecteur unitaire, 1, 2 ici, c'est donné par R, 1, 2, vecteur, sur le module ici. Donc, quand je mets une flèche, c'est un vecteur, donc c'est en I et en J. Quand il n'y a pas de flèche, c'est juste le module du vecteur ici. Donc, théoriquement, j'aurais deux clés. Donc, dans votre livre, ils ont mis cette clé-là comme un décortiqué. Donc, ici, comme c'est le calcul pour moi, ça serait une clé. Donc, généralement, si on est rendu là, c'est peut-être 60% du problème qui est fait. Donc, on n'a pas fait de calcul par la suite. On n'a pas fait encore de calcul, mais grosso modo, le plus gros du problème est théoriquement fait. Après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à résoudre, donc qui est la quatrième étape. Donc, résoudre, normalement, dépendant de qu'est-ce qu'on a. Donc, des fois, on a un système d'équations à résoudre. Mais là, ici, si je connais Q1, Q2, nanana, je mets ça à l'intérieur, je pitole. Ça me donne une merveilleuse réponse. Et la cinquième étape, c'est qu'est-ce qu'on appelle le valider. Donc, le valider, généralement, je n'aimais pas le point pour le valider. Donc, il y a des personnes qui donnent des points, d'autres non. Mais on devrait prendre toujours l'habitude de se poser la question, est-ce que notre réponse a de l'allure, du bon sens? Est-ce qu'elle a un sens ici? Donc, par exemple, on devrait s'attendre à une réponse en I négative et en J négative ici. Si je n'arrive pas à une réponse avec des 2 moins dans ce cas-là, il y a quelque chose qui cloche. Ou des fois, c'est sûr que les chiffres, que ce soit 22 ou 10 000 ou 1 million, 10 à la moins 3, là, c'est peut-être pas évident de mettre une valeur de mec. Donc, des fois, on est capable de dire, oui, ça devrait être autour des dizaines, des milliers. Donc, ici, pour la valeur numérique, on ne peut pas le dire, mais au moins pour l'orientation, on pourrait avoir une idée grâce à notre illustré. Donc, ici, dans le valider, donc des fois, je m'en sers pour redonner des points. Donc, supposons qu'il y ait vraiment une horaire grossière. Donc, vous trouvez votre force électrique, là, c'était sur 2 ici, sur 2, oui, sur 2 par 1 ici. Vous trouvez que c'est plus 5i, moins 4j ici. Donc, c'est sûr qu'il y a dû se passer une erreur quelque part pour que votre plus, que votre moins est devenu un plus. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont jouer au SMAP, qui vont... Et le prof, ça ne passera pas. C'est encore pire. Vous avez brisé ma confiance et vous en avez encore plus de points. Donc ici, si vous apercevez que ça ne marche pas, donc possiblement vous avez fait une erreur quelque part, donc vous enlèverez peut-être un 3 points ou je ne sais pas quoi, à cause d'une erreur de votre. On va voir ça. Mais si vous dites, je sais que ça devrait donner un négatif, j'arrive un positif, puis je ne trouve pas mon erreur, je vais bonifier ici. Donc, au lieu de perdre 3 points, donc je rajoute un plus 1, dépendant de l'explication du type d'erreur aussi, donc un plus 1, plus 2, pour dire oui, super. Donc, le but, c'est pas d'arriver à une réponse, c'est aussi d'avoir une idée, est-ce que la réponse a de l'allure? Donc, ça, c'est vraiment une chose importante que j'aimerais que vous développez en cours de route. Donc, ça, c'est vraiment les 5 étapes ici. Donc, vous allez voir que quand on fait des exercices ensemble en classe, je vais toujours utiliser cette méthode-là ici. C'est sûr que je ne vais pas marquer des fois toutes les étapes illustrées, mais vous allez voir que souvent, ça va apparaître. Donc, c'est sûr qu'il y a des problèmes, des fois illustrés, ça ne s'applique pas, donc ça ne s'applique pas toujours les illustrés, mais généralement, avec des vecteurs, on peut le faire. Donc, avec ça,
ça termine la partie de la loi de Coulomb. Donc, cette loi de Coulomb-là, je vous rappelle, elle s'applique seulement avec les équations qu'on a vues pour des particules ponctuelles, donc c'est-à-dire des particules qui sont très, très, très petites, ou pour des objets sphériques. Donc, un objet sphérique, donc si j'ai un ballon qui est uniformément chargé, ça revient à concentrer la charge au centre de la sphère. Donc, c'est la même chose que, disons que j'ai une grosse ballon comme ça chargée, qu'avoir un petit point dans lequel, qui se situe au centre, dans lequel se retrouve l'ensemble de la charge. Pour des objets de forme quelconque, donc par exemple, je prenais ma boîte de Kleenex ici, là, on pourrait quand même appliquer la loi de Coulomb, mais il faudrait utiliser une dérivée, une intégrale pour arriver à la solution, et c'est pas dans l'ordre du cours. Donc, avec ça, ça termine cette capsule-là. Donc, on va possiblement en classe faire des exemples pour que ça devienne beaucoup plus concret. Donc, on termine là-dessus. Je vous dis yo tout le monde et à la prochaine capsule.